Parce que dans ce monde-là, dans le monde romain, la question du sens était réglée et elle se posait relativement peu. L'absurdité de l'existence n'était pas un grand thème philosophique, simplement parce qu'il y avait une acceptation du destin. Il ne faut pas oublier que la mentalité progressiste du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle est une mentalité de lutte. Et elle est une mentalité de lutte contre l'absolutisme de droit divin. Elle est une mentalité de lutte contre le contrôle du savoir, les vrais progrès. Ceux qui intéressent Platon autant qu'Aristote, ce sont les progrès dans la vertu, ce sont les progrès dans l'enseignement, ce sont les progrès dans l'art de gouverner la cité, dans le soin que l'on prend de son âme. C'est-à-dire que si le revenu universel est le dédommagement de l'inutilité humaine, alors là, il est presque un crime contre l'humanité, parce qu'il acte une inutilité humaine. Avec la modernité, 3 métiers sont devenus impossibles. Soigner, éduquer, gouverner. Les 3 métiers impossibles de la modernité. C'est énorme, parce que soigner, éduquer, gouverner, ce sont les mamelles de l'humanisme classique. Chers amis de la philosophie, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de progrès et ses dérives, mais aussi la quête de sens et le temps qui nous échappe. Nous sommes indéniablement les enfants des Lumières et de l'industrialisation. En effet, nous avons cru que les avancées techniques allaient nous amener abondance, prospérité et épanouissement. Et pourtant, lorsque nous parlons aujourd'hui ou lorsque nous pensons aujourd'hui au progrès, on pense surtout à la fatigue qui est liée au travail, à la destruction de la nature et à l'exploitation d'enfants. Nous sommes beaucoup à ne plus nous retrouver dans ce monde et à ne plus réussir à lui donner du sens. Je n'ai pas de solution à vous proposer, mais ce que nous pouvons faire, c'est étudier comment cette notion de progrès a émergé, elle a évolué, et comment nous pouvons reprendre le temps afin de redonner du sens aux choses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Chabot. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mickaël. Tu es philosophe, écrivain et professeur à l'IEX à Bruxelles. On te connaît notamment pour Global Burnout et pour une douzaine d'ouvrages dans lesquels tu explores le sens, le travail, la technique et nos transformations contemporaines. Tu es aussi spécialiste de la pensée de Gilbert Simondon. Je voudrais commencer par poser un cadre historique au concept qui amène au progrès et à ses dérives comme le burn-out, avant de parler plus du présent et de ce que nous pouvons faire pour trouver du sens. Le progrès donc. S'agit-il de quelque chose d'ancien ou au contraire d'une notion assez nouvelle et récente dans l'histoire de l'humanité ? Il s'agit d'une relative nouveauté qui dépend de notre conception du temps. Le temps, pour une grande partie des civilisations humaines, des peuples humains qui ont fréquenté cette planète, est conçu comme cyclique. C'est-à-dire que le cadre général est un cadre de répétition. Les humains répètent les actions des dieux. Les humains sont en phase avec les cycles naturels qui, forcément, sont répétitifs, ceux des saisons, des jours et des nuits. Si bien que dans ce cadre temporel-là, l'idée ne vient pas de faire toujours mieux d'une génération à une autre ou d'une année à l'autre. Le temps cyclique est un temps de répétition et d'acceptation de quelque chose comme une certaine immuabilité. Il ne s'agit pas que le fils dépasse le père, ni que le village soit meilleur que ce qu'il fut 5 ans plus tôt ou 10 ans plus tôt. Je peux imaginer que dans le cadre des premières civilisations, les enfants vont probablement connaître une société telle que l'ont connue leurs parents. Mais dans des sociétés plus complexes, comme celle des Romains par exemple, est-ce qu'ils n'étaient pas conscients de leur ingéniosité? Eux qui construisaient des aqueducs, qui construisaient des thermes, des monuments comme le Colisée, etc. Est-ce qu'ils n'avaient eux-mêmes pas l'impression d'innover ou avaient-ils en effet cette impression de rester dans le cadre d'un monde cyclique et que leur ingéniosité n'avait pas plus de valeur que cela? La temporalité
antique romaine reste globalement cyclique. La conception d'un temps qui irait toujours comme une flèche finalement vers l'avant, où l'humanité devrait prograderait aller vers l'avant, n'existe pas. Cependant, évidemment, les humains, les détenteurs du pouvoir, cherchent à faire au mieux, cherchent à bâtir, cherchent à construire, et pour l'Empire romain, cherchent à s'étendre dans l'espace, bien évidemment, pour aller dans tout le monde connu chercher de l'énergie, c'est-à-dire les esclaves, puisque l'énergie d'alors, c'est le corps humain de tous les peuples captifs qui servent à faire tourner la grande machine romaine, avec l'idée aussi qu'il ne s'agit pas d'en faire toujours plus. On a beaucoup étudié le fait que la mécanique romaine avait été à un moment finalement bloquée. Il n'y avait pas eu, après certaines inventions, des inventions suivantes qui auraient permis une efficacité toujours plus grande. Principalement parce qu'il y avait des esclaves, il y avait beaucoup d'énergie et un système qui finalement était un système de prédation et qui avait une certaine stabilité. Mais la mentalité du toujours plus, du toujours plus loin que l'on verra se développer par la suite, n'est pas une mentalité fondamentalement antique, parce qu'il y a aussi dans le fond un sens des limites à ne pas transgresser. Sans doute les Grecs l'avaient-ils davantage que les Romains, avec ce que l'on appelle hubris, mais je crois que revenir au cadre temporel, qui est un cadre temporel de cyclicité, et à la présence du destin qui fait que les hommes, tout de même, ne commentent pas à l'avenir et certainement pas au temps, fait que cette notion-là n'apparaît pas dans tous les textes. Cela ne veut pas dire que Virgile, par exemple, ne cherchait pas à progresser dans son art, à avoir une écriture qui sonne toujours mieux, ou qui rende plus fidèlement toute la légende dorée de Rome. Mais de façon générale, l'idée d'une grande marche en avant, elle est moderne. Elle est fondamentalement moderne. Ou alors faut-il dire autre chose? Il faut dire que au Moyen Âge, l'idée d'une marche en avant, l'idée d'un développement de l'humanité existe, mais dans un cadre religieux, et que ce qui doit être rejoint, On parle de la fin des temps. c'est la fin des temps, c'est la manière de s'apprêter au jugement dernier, finalement. Et petit à petit, l'idée qu'une sorte de spiritualisation de nos existences, une descente de l'esprit dans l'existence, avec Joachim de Flore, par exemple, est possible. Mais le pas qui va vers une laïcisation de ce paradis, finalement, et la conviction selon laquelle quelque chose d'un peu plus paradisiaque ou d'un peu moins infernal, ça dépend, les esprits plutôt positifs ou négatifs, soient possibles sur Terre, il est fondamentalement lié à la Renaissance, il est fondamentalement une idée du XIVe, du XVe siècle. Et comment est-ce qu'on le justifie? Parce que lorsqu'on parle de la Renaissance, on parle d'un projet qui vise à ressusciter la civilisation gréco-romaine, qui, pourtant, on a dit, avait une vision cyclique des choses. Il y a un ordre naturel ou un ordre des dieux qu'il faut respecter. Pourtant, ce monde antique a l'air d'être fantasmé, et pendant la période de la Renaissance, on aboutit à une conception du monde et du temps qui n'a rien à voir de ce dont il s'inspire. Comment est-ce qu'on explique ces contradictions, ou cette contradiction? Le terme Renaissance, ici, ne doit pas nous induire en erreur. Il s'agit d'abord et avant tout d'une redécouverte de l'antique, d'une prise d'inspiration dans le domaine artistique, dans le domaine poétique, des réalités anciennes, d'une redécouverte de toute une série de textes qui n'avaient pas été totalement perdus, mais qui, dans l'Occident chrétien, étaient surtout lus dans les abbayes
alors par exemple que dans toute l'ère arabe, ils étaient beaucoup plus commentés, par exemple Mm. à Cordoue ou à Bagdad. Mais l'Italie des débuts du 15e siècle se reconnecte à cet esprit-là, à sa beauté-là, et dans le même temps développe des institutions politiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec ceux de la Grèce ancienne ou de la Rome antique, et puis il valorise une découverte, une curiosité qui se déploie dans le champ médical, qui se déploie dans le champ de l'astronomie, par exemple, dans la connaissance des matériaux, dans la connaissance de la science, et qui, pour le coup, là, s'affranchit vraiment du cadre antique, que l'on pense à Galilée, par exemple, un peu plus tard, évidemment, mais il est dans ce mouvement-là d'une émancipation du savoir. Son ennemi, ça reste Aristote. Aristote et la Bible, c'est-à-dire une interprétation du monde comme clos et comme géocentrique. De même, d'autres savants auront eu à cœur d'inspecter le corps humain, de comprendre les circulations du sang, de comprendre la musculature des organes, par exemple, qui va beaucoup inspirer Mm. toute la peinture, d'une manière qui est assez différente de celle des anciens Grecs. Et à cela s'ajoutent de grands processus qui sont un processus de diffusion du savoir grâce à l'imprimerie, c'est Gutenberg, et un processus de découverte des terres non découvertes par les Européens. On ne peut pas dire la découverte du Nouveau Monde, parce que le monde était déjà existant pour ceux qui le peuplaient et qui ont été vraiment génocidés par une Europe conquérante qui voulait, pour le coup, aller toujours plus loin sur les proues des navires de Charles Quint. Il était mis plus ultra, vraiment toujours plus loin, avec cette idée qui était presque une idée sacrilège de transgresser les frontières du monde, de passer au-delà de Gibraltar et de s'avancer dans l'inconnu de l'océan Atlantique qu'on prenait pour la mer des Indes à l'époque. Et petit à petit, alors, l'idée d'un monde potentiellement infini, d'une recapacitation, d'une confiance en la raison humaine que potentiellement rien ne peut arrêter, se fait jour avec, dans les siècles qui suivent, une conception du temps qui n'est plus du tout linéaire pour le coup, et qui est de moins en moins obsédée par la vie éternelle, qui finalement, par le passé, servait d'alibi pour ne pas trop améliorer la vie temporelle, et qui alors laisse la voie ouverte à une connaissance humaine qui est vraiment orientée par le progrès, dont il faut dire aussi que c'est au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle un progrès qui se fait sentir comme très très positivement. Chers amis, avant de continuer, permettez-moi de vous présenter un petit entracte. Vous pouvez nous soutenir simplement en likant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne ou en cliquant sur la petite sonnette, ce qui va vous permettre de vous tenir informé des prochains épisodes. Toutefois, si le cœur vous en dit, vous pouvez également nous soutenir via le lien dans la description. Nous sommes un petit média associatif composé d'étudiants et d'enseignants. Grâce à votre parrainage, nous pourrons pérenniser notre structure et produire un contenu de qualité. Nous annoncerons nos parrains et nos marraines à la fin de nos vidéos, tout comme dans la description. Je vous remercie du fond du cœur et bon visionnage. C'est intéressant, je trouve, que tu dises que le progrès est perçu positivement, parce que oui, pour nous, justement, le progrès peut être négatif, tout comme positif, mais à l'époque où on est en train de conceptualiser ce terme, il veut bien dire aller vers l'avant, progresser, c'est aller vers un mieux. C'est tout le contraire de les choses vont aller mal. Non, non, c'est progresser, ce n'est pas régresser. Il y a quelque chose comme une voie qui est ouverte, et il y a graderait la marche, qui est vécue positivement. Pourquoi? Parce que ce qui existe comme nouveauté, ce qui est mis au point comme nouveauté, est plus agréable
que ce qui fut dans le domaine de l'agriculture, par exemple, on par toute une série de progressions, d'améliorations, comme l'assolement triennal, comme des progrès qui sont faits dans les labours, par exemple. On voit qu'il y a un meilleur rendement pour les champs, pour toute une série d'outils, comme, je sais pas, comme un marteau ou comme des pinces, des tenailles, les outils qu'on utilise dans le domaine de la construction. Les personnes qui travaillent sentent bien qu'il n'y a pas de violence supplémentaire qui est faite au corps, comme ce sera le cas par exemple avec la machine à vapeur, mais il y a davantage d'aisance dans le maniement de ces ustensiles. Bref, à ce moment-là, et c'est le triomphe du progrès, disons, au XVIIIe siècle, les choses sont vécues assez correctement. Même s'il y a des dissonances et des voix hostiles, comme celle de Rousseau, par exemple, qui se font entendre, globalement, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on voit une sorte de, Simondon disait, une fête de la fédération des techniques, c'est-à-dire une série de techniques qui sortent de la relative invisibilité où ils étaient maintenus dans des ateliers ou dans des échoppes d'artisans, pour être mis en avant, pour accéder à la culture littéraire en étant imprimé, en étant montré dans les très belles planches de l'encyclopédie, avec l'idée d'une diffusion du savoir et avec l'idée aussi d'une émulation. Voilà le type de technique que nous avons pour faire des tonneaux dans les tonnelleries du Lyonnais, par exemple. Eh bien, que celles et ceux qui le veulent s'en emparent pour faire des progrès comme cela. À cela s'ajoute le côté politique, évidemment. Évidemment. Et le progrès, au XVIIIe siècle, est d'abord et avant tout conçu comme politique. Nous avons perdu, en grande partie, cette notion-là, cet optimisme qui est un optimisme social et qui est un optimisme politique. Il ne faut pas oublier que la mentalité progressiste du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle est une mentalité de lutte. Et elle est une mentalité de lutte contre l'absolutisme de droit divin. Elle est une mentalité de lutte contre le contrôle du savoir par des pouvoirs qui sont les pouvoirs monarchiques de l'époque, les pouvoirs religieux de l'époque, si bien que les articles importants de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, pour reprendre cet exemple-là, concernent surtout les questions de la liberté, les questions de la tolérance, les questions de la démocratie, toutes des questions qui sont celles de l'émancipation. Et cette émancipation, ce progrès, si je trouve est important, a deux jambes. Il a deux assises, une composante sociopolitique et une composante technoscientifique. Aujourd'hui, c'est surtout sa composante technoscientifique qu'on connaît. Ce qui me semble intéressant, c'est que le progrès était également un projet de société, une vision du monde, et que ce n'était pas simplement une avancée technique. Et je pense que c'est ce qu'on pouvait remarquer d'ailleurs avec les expositions universelles, où on ne mettait pas en avant simplement les avancées techniques, mais où il s'agissait avant tout de découvrir aussi des nouveaux esthétiques ou des nouvelles esthétiques. On faisait rêver, on s'imaginait les mondes de demain. Et si dans le monde de demain, tout serait possible, au moins, on sait qu'il serait différent de ce qu'il connaissait à ce moment présent. Alors qu'aujourd'hui, le progrès ne fait plus rêver. Et lorsqu'on demande aux gens, est-ce que le monde de demain sera meilleur? Selon les sondages, la majorité des gens, du moins dans nos sociétés, disent non. Qu'est-ce qui s'est passé? Les expositions universelles sont du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, et elles présupposent la machine à vapeur. Elles présupposent la machine à vapeur, c'est-à-dire la domestication d'une énergie colossale, qui est l'énergie thermodynamique, qui change d'échelle, qui n'est plus une énergie à l'échelle humaine, mais qui est une énergie supérieure à la force physique de
des humains, qui alors changent aussi de statut par rapport à la technique. Ils ne sont plus simplement porteurs d'outils, porteurs de Mmh. marteaux, de scie, que sais-je, mais ils sont davantage servants de la machine. Et cela se ressent dans toutes les strates de la société, devant aller extraire du charbon dans les conditions que l'on sait, enfin que l'on sait abstraitement, parce qu'on on n'en est pas capable de l'éprouver, évidemment, ce que c'était que de devoir gagner les galeries à l'âge de 11 ans, à l'âge de 12 ans, et y passer toute sa vie jusque 30 ans, 35 ans, avec une fuite des campagnes aussi, un exode rural très très important pour avoir de la main-d'œuvre dans les villes, près des sidérurgies, avec une altération évidemment de la qualité de l'air, avec des maladies pulmonaires tout à fait nouvelles, mais avec un enrichissement de certains qui était assez fabuleux, avec petit à petit le chemin de fer qui arrive, et tout ce qu'on appelle la révolution industrielle, ces problèmes sociaux et la réaction marxiste à ces Mmh. problèmes sociaux, qui n'est pas en tant que tel une condamnation du progrès, parce que Marx, il ne faut pas l'oublier, était très très productiviste. Il faut produire toujours davantage. Il n'y a pas du tout ou très très peu tout de même de questions écologiques chez Marx. Elle n'est pas absente, mais enfin, la mentalité marxienne reste une mentalité productiviste. Mais ce moment-là est vraiment un moment de déstabilisation, avec quelque chose comme un clivage entre des progressistes qui restent extrêmement optimistes sur tous les effets que ces mutations technologiques vont induire sur le genre humain, et d'autres qui restent nostalgique d'un âge d'or peut-être plus proche de la nature, et aussi d'un état social dans lequel les dominants ne seraient pas ceux qui dominent la chose technique et la chose scientifique, mais plutôt comme auparavant, ceux qui ont plus de proximité avec de vieux symboles politiques, avec une autorité qui est parfois même une légitimité divine. Et cette scission entre des courants technophiles et des courants technophobes ne sera jamais dépassée. Je pense qu'elle continue à hanter nos mentalités, qui sont des mentalités de consommateurs aujourd'hui, extrêmement avides de technologie, vivant dans des mondes clos où tout est toujours davantage maîtrisé, où la nature est absente. Nous vivons en permanence dans des mondes entièrement human-made. Mmh. Voyons ce studio. Voyons ce studio. Peut-être là, oui, elle est vraie. Alors, Mais elle est vraie, elle aurait pu ne pas l'être. mais elle grandit dans un milieu qui est tout à fait artificiel, hein. Autour de nous, tout est bétonné. Ici, à l'intérieur, la lumière, elle est artificielle, elle est générée par l'électricité. Et je mets de l'engrais dans le pot parce que sinon, je ne sais pas si cette plante, en réalité, pourrait survivre. Ah, elle est dépendante de toi. Exactement. Elle est dépendante de toi, elle te doit énormément, et chaque fois que tu l'arroses, tu lui donnes des râpes de vie Mm. qu'elle n'aurait pas sans cela. C'est ça nos environnements, qui sont des environnements artificiels, des sortes de capsules protégées. La nature étant le dehors. D'ailleurs, c'est assez étonnant tout de même qu'on soit une des époques qui parle le plus de nature, en étant dans un relatif exil Mm. par rapport à ce qu'elle est, et en essayant de nous calfeutrer, en travaillant beaucoup sur l'isolation des bâtiments, en travaillant sur la régulation atmosphérique du dedans. Mm. C'est ce qu'on appelle le système. Moi, je suis matérialiste, et je pense que les systèmes dans lesquels on, on vit sont pas des constructions idéologiques, mais des constructions techniques. Et il y a trois grands éléments pour dire ce que c'est qu'être à l'intérieur du système. C'est d'abord la vitre, les vitres des bâtiments, qui sont ces membranes qui séparent le Mhm. dedans du dehors. Et dans le système, c'est être du côté de la vitre où règne la régulation atmosphérique ou le conditionnement d'air. Deuxièmement, la chaise. Hein. Être dans le système, c'est avoir un lieu où s'asseoir, une Mm. place, tout simplement. Quelqu'un qui n'est pas dans le système, il n'a pas de place. Et troisièmement, l'écran, évidemment. Être devant un écran, avoir accès aux écrans. Être dans le système, c'est souvent être assis à l'intérieur devant l'écran. Et c'est la définition du travail pour de plus en plus
d'Européens qui sont dans le monde du logiciel. Donc il y a eu cette sorte d'internalisation qui a créé un vécu tout de même très positif du système parce qu'il est protecteur et parce qu'il prend soin des corps, parce que on a vu que dans ces systèmes-là, et on le sait, on est passé en une centaine d'années d'une espérance de vie de 35-40 ans jusqu'à une espérance de vie de presque 80 ans aujourd'hui. C'est colossal en l'espace euh, de- d'un siècle, un siècle et demi, et toute une série d'autres évolutions qui sont vécues comme très très positives. Il n'y a jamais eu autant d'enfants scolarisés sur cette planète. Les morts en bas âge sont globalement de plus en plus rares, rarissimes dans les pays qui sont les pays les plus chanceux et les plus médicalisés, et moins importants dans toute une série d'autres pays, avec un accès à la consommation qui s'est énormément, énormément développé. Voyons le type de nourriture auquel on a accès alors que l'humanité a été Mm. très, très monolithique. Donc, dans toute une série de sphères matérielles, ce progrès-là a été vécu comme globalement très, très positif, mais aussi destructeur. Comment est-ce qu'on peut expliquer que malgré le fait que nous avons acquis tout ce confort de vie, que nous sommes pour autant pas heureux? Pourquoi est-ce que le progrès ne remplit pas sa promesse? Nous avons, pour la majorité d'entre nous, un toit où dormir, de quoi manger, une santé qui, qui est stable, puisque nous avons où dormir et on mange correctement, etc. Nous avons potentiellement du temps pour développer des hobbies, pour partir en voyage, pour développer des projets personnels. Comment est-ce que, à ce moment-là, nous n'arrivons pas à trouver du sens aux choses? Pourquoi est-ce que nous sommes malheureux? Le bonheur est une question compliquée, une question difficile. Elle est déjà difficile pour une époque, mais si en plus on l'aborde avec cette exigence comparatiste que pose la question du progrès, puisque finalement dire progresser, c'est comparer. Mm. C'est comparer pour voir s'il y a une amélioration entre deux époques, et donc comparer pour voir s'il y a davantage de progrès ou de bonheur à une époque où il y en a moins. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Je pense on a tendance à un peu survaloriser le bonheur du passé. D'abord parce que on est souvent connecté aux meilleurs textes. Mais qu'était-ce le bonheur sous l'Empire romain au 1er siècle, par exemple, où la peur traversait toute la société, où des empereurs comme Domitien, Tibère ou d'autres faisaient véritablement régner la terreur, où la philosophie dominante était la philosophie stoïcienne, qui disait quand même, mais profite de ton précaré d'existence, mais ne va pas trop te mêler aux affaires des puissants, etc. Qu'était-ce alors le bonheur? Je sais pas, j'ai beaucoup de difficultés de penser ce que c'était, et qu'était-ce être heureux quand tant et tant d'esclaves faisaient fonctionner le système? Était-on plus heureux alors? Mm. Était-on plus malheureux? La question, la question est presque impossible. Et, et j'ai personnellement tendance à croire qu'il y a davantage de bonheur aujourd'hui. Pour autant que toute une série de critères qui sont les nôtres, qui sont des construits culturels, soient partagés. Par exemple, il est difficile d'être heureux dans un pays où la quantité de malheur est extrêmement importante. Il est difficile d'être heureux dans un pays extraordinairement inégalitaires comme l'étaient les sphères de l'Antiquité dont je parle. Nos civilisations sont beaucoup plus égalitaires, évidemment. Mais le bonheur est une Mm. question, et vous avez utilisé un autre terme qui est le terme du sens. Mm. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que dans ce monde-là, dans le monde romain, la question du sens était réglée, et elle se posait relativement peu. L'absurdité de l'existence n'était pas un grand thème philosophique, simplement parce qu'il y avait une acceptation du destin. Il y avait une acceptation de ce que l'univers nous mettait sur les épaules,
parfois des vies fastes, parfois des sorts néfastes, et il s'agissait alors d'être d'accord. De toute façon, d'accord ou pas, Il n'y avait pas c'était grand-chose à faire. il n'y avait pas grand-chose à faire. Tandis que par rapport au stoïcisme ancien, c'est ça qui est intéressant, ça dit bien ce qu'est la mentalité progressiste, par rapport au stoïcisme ancien qui disait: occupe-toi de ce qui dépend de toi, c'est-à-dire de ton humeur, de ton langage, de tes désirs, et le reste, laisse-le. Ne te préoccupe pas de ça, c'est aux mains des dieux. Et toi-même, tu es un jouet aux mains des dieux. Par rapport à cette mentalité-là destinale, la mentalité progressiste a dit, mais je vais m'occuper de beaucoup plus de choses. Tu peux être maître de ton destin, et il faisait référence à l'être humain comme une créature démiurge, à l'instar ou à l'image de Dieu. Nous sommes en quelque sorte des mini-dieux, des mini-créateurs. Et grâce à cette capacité de perfectionner la technique, ce qui nous permet de modifier, de transformer notre environnement et la nature, on peut par conséquent prendre en main notre destin. Tout à fait, tout à fait. On a, on a justifié des milliers, des millions de morts de jeunes mères en couche Mm. en disant: c'est ainsi, Dieu l'a reprise, c'est le destin, c'est la fatalité. Et encore aujourd'hui, il y a toute une série de pays où la tristesse du deuil est assortie d'une résignation. La mentalité progressiste, c'est une mentalité qui dit: nous ne nous résignerons pas, nous n'acceptons pas. Il aurait suffi de telles conditions d'hygiène, tel bon transfert de sang, tel bloc opératoire, tel argent pour que la personne puisse gagner l'hôpital. La mentalité progressiste, elle dit ça, elle dit: on rapatrie dans l'orbe de ce qui dépend de nous, ce qui pour une conception fataliste n'en dépend pas. Et c'est très important. Et ça, c'est à garder, évidemment. Ça, c'est à garder. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un triomphe de la pensée progressiste tel qu'on l'a décrit, c'est-à-dire le refus d'accepter le monde tel qu'il est et au contraire de considérer qu'on peut le transformer à notre guise? Très clairement triomphé. Mais son triomphe est bruyant. Et son triomphe a recouvert le progrès lui-même d'une de ses variantes. Tout ce dont on vient de parler, là on peut aller un peu plus loin, tout ce dont on vient de parler, c'est un progrès qui est globalement un progrès matériel, un progrès technoscientifique. C'est une des gammes du progrès. Parce que pour un grec ancien, pour revenir à eux, mais ils ont structuré notre réflexion, les vrais progrès, ceux qui intéressent Platon autant qu'Aristote, ce sont les progrès dans la vertu, ce sont les progrès dans l'enseignement, ce sont les progrès dans l'art de gouverner la cité, dans le soin que l'on prend de son âme, dans la sagesse que l'on a dans son existence. Là, il y a toute une série d'autres réalisations dans lesquelles il y a quelque chose comme une amélioration possible parce qu'il y a une pédagogie et que cette pédagogie s'appelle la philosophie. Philosophia, cet amour de la sagesse, ne veut rien dire s'il n'y a pas quelque chose comme une progression vers la sagesse. Et tout ce pan-là, on l'a sinon négligé, du moins mis de côté en se disant il viendra comme une sorte de conséquence inéluctable de davantage d'avancées technoscientifiques. Et pourtant, nous y sommes aujourd'hui, avec toutes ces avancées technoscientifiques et les bienfaits matériels qui nous sont facilement accessibles, nous n'avons pas atteint la vertu, la sagesse, on n'a pas l'impression de s'accomplir, au contraire, on n'a jamais eu autant de questionnements qu'aujourd'hui. Oui, ça c'est maintenant alors le dossier, pour ainsi dire, de la rançon de ces progrès, qui sont des rançons de destruction de liens sociaux notamment, à cause de toute une série de bouleversements sociologiques qui laissent les individus sans plus de très grands récits, comme les récits religieux, les récits politiques, les récits qu'était le progrès lui-même, et qui
empêche à l'individu, en se retirant de la société, d'avoir quelque chose en quoi croire et d'avoir un récit qui prescrit sa place dans la société. Mais voilà, toi, ça va être ta place, c'est ceci, toi, ça va être ton devoir, ça va être ceci, etc. On n'a plus ces grandes descriptions de ce qu'est le devoir. On voit quelque chose comme une négligence et une déprédation liées de la nature, liées à un changement de mentalité envers la nature, plutôt que d'être finalement enfant de la nature comme toutes les autres créatures, nous nous en sommes exfiltrés pour avoir une mentalité de prédation et de captation de ces ressources, avec les conséquences environnementales que l'on sait, que ce soit en termes de biodiversité, que ce soit en termes de réchauffement. Et puis aussi, ce système technique, et ces bulles dans lesquelles nous vivons sont tellement accaparantes, d'une certaine façon monolithiques, à cause de toute la maîtrise que l'on que l'on y voit, que quelque chose comme une sorte de spontanéité de l'existence, une saveur d'exister, peut-être. Cette idée de saveur d'exister, c'est un concept que j'aime bien, est plus rare. À cela s'ajoute une série de processus de domination qui continuent à exister, bien évidemment, qui se sont déplacés, mais qui peuvent être davantage importants dans le monde du travail, parfois, même dans nos États démocratiques. La question de perte de sens, de recherche de reconnaissance, de burn-out peut se lire à la lumière de tout cela. Je suis convaincu que le burn-out est une pathologie de civilisation et pas juste un trouble psychique individuel. Mm. Pascal, dans quelle mesure est-ce qu'il s'agit d'une pathologie civilisationnelle? Et je voudrais enchaîner avec une deuxième question. Tu disais qu'il y avait le devoir qui nous était imposé, qui nous imposait une place, un sens qu'on devait accepter. Mais par contre, à un certain moment, nous avons accepté une autre condition qui était la nôtre, à savoir celle d'homme libre, où nous étions en mesure de définir notre propre destinée. Dans quelle mesure nos mots ne proviennent pas de ce processus d'individualisation? Je le situe dans ce sillage-là, sans toutefois avoir de discours critique par rapport à l'individualisme. C'est une bonne chose d'être un individu, Mm. mais c'est parfois difficile d'être un individu. Kant a un grand texte dans Qu'est-ce que les Lumières, où il dit, par paresse et par paresse et par lâcheté, les individus, les personnes aiment rester en état de minorité spirituelle et intellectuelle. Ils se font dicter par des prêtres, des médecins, des gouvernants, ce que doit être leur existence. C'est vraiment la culture du devoir et d'une certaine absence de réflexion. Ils restent euh, mineurs, incapables de parler ou de discuter de ce qui importe pour leur existence. Et toute la devise des Lumières, c'est sapere aude, ose savoir, et sapere aude, et c'est aussi ose être, c'est-à-dire ose devenir un individu qui Mm. prend des décisions qui sont des décisions souveraines et, on l'espère, éclairées. Cet individu-là que nous devons au 18e est évidemment toujours un modèle de devenir extrêmement important. Il est vrai que une certaine distance par rapport aux impératifs de la communauté est le prix à payer. Pour moi, c'est pas plus mal, personnellement. En tout cas, à ce stade de ma vie, j'aimerais pas que ce soit une communauté qui me dise, voilà, tu dois penser comme ceci, voilà, tu dois lire comme cela, voilà, les 10 prochaines années de ta vie, Mm. ce sera cela. Bon, je dis pas que c'était comme ça, mais c'était tout de même assez proche. Mais comme je disais, cet individualisme-là n'est pas facile. D'abord parce que le deuil de certaines communautés est parfois un prix à payer très lourd. Il y a quelque chose de rassurant dans cette sorte de fraternité communautaire qui était très souvent le vécu de toute une série de membres qui vivaient dans des familles extrêmement protectrices, alors qu'on a des familles beaucoup plus éclatées et que l'individu, faute de cette enveloppe protectrice, est parfois seul face à la société qui peut être difficile, qui peut être hostile. Et puis,
Nous vivons aussi dans des sociétés extrêmement hétérogènes. Mm. Regarde, dans un immeuble à Bruxelles, il y a une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, quel type de messages circulaient? Il y en avait relativement peu. Des messages politiques de droite, des messages politiques de gauche, quelques-uns du centre, évidemment, des messages religieux, des messages laïques, et puis la parole de la concierge, peut-être, qui circulait dans tout l'immeuble. Aujourd'hui, chaque conscience est dans les appartements, dans chacune des chambres, dans chacune des bulles, connectée à des zones, ce que j'appelle le surconscient numérique, tout à fait différent. Et plutôt que d'avoir une dizaine de messages, donc de régimes de sens dans cet immeuble, on en a Mm. une centaine, on en a 200, ça fait plus du tout communauté. Je vais continuer avec cet exemple que tu donnes, que dans un immeuble avant, on était confronté à quatre cinq paroles, mais qu'aujourd'hui, en étant perpétuellement connecté au surconscient, nous faisons face à un bombardement de récits différents. Comment réussir sa vie, comment être beau, comment être en bonne santé, etc. Alors déjà, parmi tout cela, c'est quand même étonnant que aucun arrive à nous satisfaire en termes de sens, de solution. Et je vais, si tu veux, te rediriger pour qu'on aborde cette notion de digitose que tu abordes dans tes livres, parce que là, ça me semble pertinent. On peut, ça se voit, ça s'est vu, c'est pas fatal, c'est pas inéluctable. C'est une série de personnes qui passent leur temps connectées au surconscient numérique et qui vont très bien et qui ont des, euh, des bonnes humeurs, disons, et des bons sourires. Il y en a d'autres pour qui c'est tout à fait trop. Et pour ceux qui nous regardent De peut-être, façon, je vais définir. ta notion de Oui, digitose, oui, la notion de digitose, elle est liée à la notion de surconscient. Bon, pour dire les choses de façon bien explicative, il y a une quinzaine d'années, après avoir bu un verre ou deux dans un bar, tu quittes le bar, tu étais avec quelqu'un, tu marches en rue, et cette marche en rue était l'occasion d'une parole avec toi-même, c'est-à-dire avec ton inconscient et avec ton corps, finalement, et tu faisais revenir par association libre, telle phrase qui a été échangée, tiens, il a dit ça, tiens, mais j'aurais peut-être dû lui répondre ceci, oh, c'est bizarre, on n'a pas parlé de ça, je me sens bien quand même, et l'air est doux, et ça fait du bien de marcher, et que sais-je. Toute cette sorte de dialogue de soi à soi, de dialogue de la conscience avec l'inconscient, avec le corps, qui est la trame continue de l'existence humaine. Nous nous parlons sans cesse à nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous nous récitons et que nous nous disons quel est le sens de notre existence et que nous prenons soin de notre devenir. Ça, c'est la base continue de la vie qui est aujourd'hui telle qu'elle fut il y a depuis toujours, pour ainsi dire. Les humains se sont toujours beaucoup parlé à eux-mêmes. Aujourd'hui, sortant du même bar, on prend tout de suite son téléphone. C'est-à-dire qu'on débranche la conscience de son inconscient, qu'on n'écoute plus, et de son corps qu'on n'écoute plus, pour être devant l'écran, et via l'écran, happé vers le surconscient numérique. Ah tiens, j'ai eu un message d'ici, j'ai eu un message de là, je dois à tout prix répondre à ça. Il s'est passé ça, tiens, je veille sur mes réseaux, oula, il y a eu tel massacre en Australie, il y a eu ceci, il y a eu... et en permanence, donc, la conscience est dans un aller-retour avec le surconscient, beaucoup plus loin de son corps, beaucoup plus loin de sa perception, beaucoup plus loin du champ d'attention, mais pris, happé véritablement par ce surconscient, qui de plus en plus, à cause des intelligences artificielles qui y circulent, nous dicte ce que nous devons penser. Parce que l'intelligence artificielle cherche à être de plus en plus adéquate aux besoins premiers de l'individu. Tiens, mais tu devrais peut-être faire ceci, tu devrais peut-être écrire un message. On va avoir des intelligences artificielles de plus en plus suggestives jusqu'à nous envoyer des micro-décharges symboliques en disant, tiens, mais t'as pas, tu devais appeler ta mère, tu l'as pas fait, ou que sais-je. Mais ma mère est décédée il y a 1 an, donc c'est pour ça que quand je prends cet exemple-là, effectivement, j'ai pas appelé ma mère. Mais ceci pour dire que ce surconscient, il est, il est parfois adéquat au contenu de la conscience, et il y a tout à fait moyen d'avoir
un dialogue enrichissant, et il faut être de bon compte. C'est une augmentation des possibilités du savoir qui est tout à fait chouette. C'est très, très agréable de savoir tel ami fait ceci, fait cela, on organise telle chose demain, et il y a 15 personnes qui peuvent être au courant, ou 150, ou deux. Bon, il y a une grande liberté, mais il y a aussi parfois des conflits, des chocs, des heurts entre conscient et surconscient. Et de la même manière que l'ancienne psychanalyse documentait entre le conscient et l'inconscient des névroses et des psychoses, quand par exemple il y avait des phénomènes de refoulement de contenu inconscient qui provoquaient des paralysies du corps de la personne dans le cas de contenus névrotiques douloureux, on peut tout à fait avoir des digitoses, c'est-à-dire des envahissements de la conscience par des contenus surconscients, ou des discordances fortes. Tiens, mais dans les réseaux, on me dit que ma vie devrait être comme ceci en permanence, mais j'en peux plus de toutes ces forces Mm. qui me dictent ce que devrait être mon être, avec d'autres types encore de digitoses qui sont des rivalités, par exemple, avec l'intelligence artificielle. Il ne faut pas croire que les humains se font montrer ce en quoi ils ne sont pas capables d'exceller alors qu'ils croyaient exceller, sans rancune et sans impunité. Il y a des traducteurs aujourd'hui qui voient leur métier véritablement mangé Mm. par des intelligences artificielles qui font, je ne dis pas aussi bien que ce qu'ils faisaient, mais très très rapidement et de façon uniquement fonctionnelle et machinique, mais avec tout de même un certain talent machinique, ce que eux faisaient pendant de longs, longs mois. Il ne faut pas croire qu'en se faisant de cette manière-là voler son travail, les individus restent toujours sages et pas douloureusement meurtris. Les canuts à Lyon ont jeté Jacquard dans le Rhône quand ils ont vu la mécanisation des machines à tisser. Aujourd'hui, il y a quand même toute une série de personnes qui aimeraient, si on leur demandait leur avis, dire mais non, j'ai pas envie d'être remplacé par tel programme. J'ai pas envie d'être remplacé, je veux pas. Je veux garder mon métier parce que c'est lui qui donnait du sens à mon existence. Qu'est-ce que je vais faire si je traduis plus de l'allemand, du russe ou J'ai lu récemment une étude d'une expérimentation qui avait été menée aux États-Unis, où ils ont commencé à distribuer un revenu universel, mais à la place d'aller travailler, avec cette idée que l'intelligence artificielle détruit des métiers et que donc, si on est forcé à rester chez nous, on doit bien subvenir à nos besoins, donc on reçoit de l'argent. C'était vraiment intéressant parce que les gens se sont retrouvés à être malheureux. Et cela contraste à donc tomber en dépression, etc. Et cela contraste avec une autre expérimentation qui avait eu lieu dans les pays scandinaves, je ne me rappelle plus lequel, où le revenu universel il était distribué, peu importe si les gens avaient un travail ou pas, et sans condition. Et là, ceux qui n'avaient pas un travail utilisaient cet argent pour se former, pour aller travailler. Alors pas tous bien évidemment, mais voilà, donc une part substantielle en termes statistiques. Et ceux qui travaillaient ont également utilisé cet argent pour développer des projets personnels, que ce soit des projets commerciaux, entrepreneuriaux ou pas, ou partir en vacances, ou reprendre des études, faire un MBA, ou voilà, terminer des travaux qu'ils avaient chez eux à faire à la maison, etc. La conclusion, c'était quoi? C'est que lorsque les gens, on leur ôte cette potentialité ou capacité d'aller travailler, ils ne savent plus quoi faire en fait. D'où ma question, est-ce que nous avons besoin de nous occuper? Est-ce qu'on a besoin d'être utile? Mais le nom de notre espèce, c'est Homo faber, n'est-ce pas? Les humains qui fabriquent. Mm. Et on le dit d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fais? Et fabriquer, travailler, être actif est encore la meilleure manière de donner un sens à son passage sur Terre. On pourrait faire autre chose qui est contempler, l'osium des anciens, la contemplation théorique. Certaines personnes sont douées pour cela, tempérament plus artistique, même si les artistes
transforment leur contemplation en un faire, justement, Mhm. évidemment. C'est une phase préliminaire C'est à une phase créer. préliminaire. Les tempéraments philosophiques, les tempéraments religieux, des tempéraments poétiques, mais même philosophes, religieux, poètes finissent par transmuer cette contemplation en un message, en une théorie, en vers, que sais-je. Je veux dire par là que si j'ai toujours aimé lire les éloges de la paresse parce que c'est drôle et c'est un genre littéraire tout de même assez agréable et les gens qui font le procès d'un certain type de travail sont profondément sympathiques. Les textes de Stevenson, par exemple, sur les banquiers sont à mourir de rire. Ne pas travailler du tout dans une société qui par ailleurs travaille est violent et d'abord assorti d'une certaine solitude qu'il faut être fort pour pouvoir endurer. Et puis, la matière, le travail, l'œuvre, c'est l'individuation de soi-même, c'est finalement la manière dont on extériorise ce que l'on sait faire et dont on peut être fier. Et sortir d'une journée de contemplation ou d'oisiveté parfaite en disant tiens, mais je suis fier de cette oisiveté, c'est possible. Mais si c'est 15 jours, si c'est 3 semaines, si c'est 2 semaines, il y a quelque chose comme un brassage de vide, en tout cas, une absence d'extériorisation totale, une absence de preuve, une absence d'objet Mm. et de communication qui ne fait pas le poids. Qui ne fait pas le poids. Tandis que, et ça, presque toute la philosophie est convergente là-dessus. Des gens comme Schopenhauer aussi, par exemple, disent très fort, c'est par ce que tu fais, c'est par ce que tu fais, c'est par ton travail, ou, chez Hannah Arendt, ton œuvre, ou ton action, que tu te révèles. Mm. C'est là que l'humain peut sortir de cet individualisme-là, justement, pour apporter quelque chose à l'édifice. Mm. N'oublions pas qu'on fait souvent le procès de l'individualisme, parfois un peu trop facilement, mais d'autre part, on trouve des solutions comme celui du revenu universel qui sont hyper individualistes pour le coup, parce que l'individu n'a plus de contact avec la société par son action, mais il n'a plus qu'un contact de récipiendaire passif d'une somme d'argent. Alors je suis pas contre, hein, c'est très très bien si qu'on donne ses sous s'ils sont là aux personnes, c'est très très bien. Je pense que je ne suis pas fondamentalement hostile au revenu universel, mais il faut l'aménager Ça doit pas être dans un monde. ça doit pas être au détriment de sa capacité à pouvoir créer, parce que c'est en créant qu'on, comme tu dis, on apporte quelque chose à l'autre et qu'on sort de notre individualité. Donc, on peut dire qu'on est utile à partir du moment qu'on crée, parce que si on crée, on le partage aussi. Oui, ben, c'est-à-dire que si le revenu universel est le dédommagement de l'inutilité humaine, alors là, il est presque un crime contre l'humanité, parce Mm. qu'il acte une inutilité humaine. Et c'est violent. Nous aimons nous rendre, nous rendre utiles. Il faut alors réinventer des manières d'être utile et réinventer aussi des liens. C'est ce que j'appelle l'autre progrès. C'est pas le progrès utile, c'est le Mm. progrès subtil. C'est une notion auquel je crois beaucoup. Subtil, c'est subtella, c'est ce qui est en dessous de la toile. Et en dessous d'une toile, je parlais tout à l'heure des tisserands, en Mm. dessous d'une toile, eh bien, il y a les trames fondamentales sur lesquelles on tisse, les trames fondamentales sur lesquelles on, on brode ce qu'est notre vie. Et il y a moyen de faire des progrès là-dedans. Ça, c'est un autre type de progrès. Il y a moyen de faire des progrès en philosophie. Il y a moyen de faire des progrès dans l'art d'être juste, dans l'art d'être sincère. Il y a moyen de faire des progrès dans l'art d'être avec les autres, des progrès même dans la manière d'aimer. Il y a des moyens de faire des progrès dans la façon d'écrire, de faire sonner un texte. C'est toute une gamme de progrès qui est beaucoup plus humain, qui est beaucoup plus proche de ce qui est savoureux dans l'existence et qui dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de nous et qui est un type de progrès qui est dévalorisé ou moins valorisé parce que finalement on a délégué toutes ces choses-là. Par exemple, l'écriture, on est en train de massivement déléguer l'écriture à des machines et on oublie alors ce progrès subtil-là. Et ce progrès subtil-là, c'est celui
qui nous rend humains. C'est le progrès dans l'art d'être humain, finalement, le progrès subtil. C'est pas rien. Et on l'a oublié. On est dans un environnement où on croit tellement, où on reçoit tellement du progrès utile, ce qui est une bonne chose, parce que Mm. les cocons dont je parlais tout à l'heure sont protecteurs, mais on reçoit tellement d'eux qu'on a complètement oublié cette sorte de devenir personnel qui est le progrès subtil et qui est une manière de se rapprocher de ce à quoi on tient. Et ça, c'est de l'ordre de l'indélégable, mais c'est de l'ordre de ce qui est refoulé par nos sociétés. Refoulé par nos sociétés qui ne sont pour cela pas assez philosophiques. Et s'il y a bien un plaidoyer aujourd'hui, c'est un plaidoyer en faveur du progrès subtil, non pas le subtil contre l'utile, mais le subtil et l'utile qui seraient dans un système de respect mutuel avec la conviction profonde qu'au centre de tout, il y a le progrès subtil, c'est-à-dire le progrès dans l'art d'être humain, et peut-être même d'être post-humain, de dépasser un certain humanisme trop facile et trop facilement autodéfinissable pour ouvrir l'humanité à des nouveaux liens. Mais là, il y a des zones de progrès, des espaces de progrès complètement magnifiques. Et je crois qu'il y a toute une série de personnes qui voient une certaine clôture de nos environnements technologiques. Parce que bon, on peut évidemment passer de l'iPhone 16 à l'iPhone 22 et puis à l'iPhone 48. Bon, mais c'est pas ça qui, on le sent bien, hein, c'est pas ça qui va donner beaucoup plus de sens à nos existences. Mhm, mhm. On a un peu fini le- le- la croyance selon laquelle ce sont les variétés d'iPhone qui vont complètement nourrir, j'allais presque dire notre âme. Mm. J'ai l'impression que nous sommes en effet dans une phase de rectification historique. Tu as dit que le progrès n'est pas forcément mauvais, que l'individualisme n'est pas forcément mauvais. Et effectivement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui diraient interdisons les réseaux sociaux, Internet, les industries, retournons en arrière. Mais on a vu l'émergence des nouvelles technologies, avec tous les bienfaits qu'ils amenaient, et puis on a découvert tous les effets péjoratifs. Et là, on doit gérer cette relation entre les deux, on doit trouver un équilibre. Mais est-ce que cet équilibre, il existe? Comment est-ce qu'on peut le trouver? Parce que ces technologies nous mettent dans une relation de dépendance et de faiblesse vis-à-vis d'elles. Alors, je pense à deux cas. Un nous provient de Chine, qui est une dictature, où ils interdisent le nombre d'heures de jeu pour les jeunes, et après un certain moment, ils ne peuvent plus jouer. Et je prends le cas de l'Australie, qui est une démocratie, qui a aussi opté pour ce type de solution en interdisant les réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans. Est-ce que c'est ça les solutions vers lesquelles on va, où on serait trop, trop faible pour pouvoir se gérer et où le public va nous imposer comment on va développer notre relation avec ces technologies? Par rapport à ce que tu as dit beaucoup de choses. J'ai envie de commencer d'abord par la question de la liberté, Mm. parce que les solutions chinoises et les solutions australiennes sont des solutions qui passent par l'interdiction, donc par une façon de ne pas faire confiance à l'individu, mais de faire confiance en l'État qui sait ce qui est bon ou pas pour les individus. Je suis a priori hostile à cette façon de penser, a priori hostile au fait de dire ben, l'État c'est mieux que l'individu parce que on commence parfois par là et puis ça peut aller Mm. très loin et ça sous-estime les capacités de régulation et d'autorégulation et les capacités aussi des parents, par exemple, de réguler. Cela étant, je ne nie pas le problème pour autant, mais la solution est sans doute bien davantage dans l'éducation, dans l'auto-éducation également, que dans, euh, dans l'interdiction. Cela étant, il est certain que nous sommes dans une phase de rééquilibrage, qui est une phase de rééquilibrage paradoxale parce que l'équilibre n'existe pas. Et nous restons dans des avancées constantes, nous restons dans un équilibre mobile et nous faisons face
à une accélération des inventions et d'une modification de l'infrastructure technologique de nos existences qui est absolument sans précédent. Progrès utile, il fonctionne par capitalisation. On connaît de plus en plus de choses, on a de plus en plus de compétences scientifiques et techniques, et donc les intérêts de ces connaissances-là sont toujours de plus en plus nombreux, si bien on est parti dans cette sorte de lignée, de progrès qui vont aller de plus en plus vite, qui vont de plus en plus vite, mais qui vont toujours de plus en plus vite. Et quand l'intelligence artificielle se mêlera, comme elle commence à le faire, de thérapie contre le cancer, par exemple, on voit bien qu'il y a des bienfaits très, très, très rapides. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Cela étant, qu'est-ce que le rééquilibrage? Qu'est-ce que ce plaidoyer en faveur d'un progrès subtil? La seule chose qu'on puisse faire, à mon sens, c'est jouer un progrès, non pas contre l'autre, mais jouer un progrès dans le sillage de l'autre et, chercher à ce que le développement de l'individu reçoive autant de faveurs, autant d'efforts, autant de bons soins que le développement de nos appareils. C'est l'éducation, c'est la culture, très très clairement. Ce sont les grands bastions, ce sont les grands bastions, avec également la politique, avec également le monde des soins. Ça m'a toujours frappé que le premier grand texte de Freudenberger, celui qui a forgé la notion de burn-out en 1972-1973, soit un livre qui s'occupe uniquement des professions de l'humain, les enseignants, les infirmières, les médecins, assistants sociaux, etc. Et Freudenberger, qui était un médecin qui s'occupait des toxicomanes, hein, et donc il a été cherché chez les toxicomanes le mot burn-out, je suis cramé, I'm burn-out en anglais, pour dire, ben oui, moi aussi, à tant faire don de ma personne pour essayer de les soulager, il y a un moment où je suis plus capable d'aller plus loin. Et donc, Freudenberger dit, il y a un problème dans les métiers de l'humain. Retrouvant cette grande allégation de Freud à la fin des années 30, Freud est mort en 1939, mais il disait dans les années 30 plusieurs fois, il répétait, avec la modernité, 3 métiers sont devenus impossibles. Soigner, éduquer, gouverner. Les 3 métiers impossibles de la modernité. C'est énorme, parce que soigner, éduquer, gouverner, ce sont les mamelles de l'humanisme classique. Tout Platon, tout Aristote, tous les stoïciens, évidemment, et puis toute la théologie médiévale, elle parle de ce que c'est que d'éduquer, que de ce que c'est que soigner pour gouverner, finalement. Et pourquoi ils sont devenus impossibles? Et ils sont devenus impossibles, c'est toute la grande question. En tout cas, on voit qu'ils sont devenus impossibles. Mais pourquoi sont-ils devenus impossibles? Mon hypothèse est qu'ils sont devenus impossibles parce que notre civilisation a détourné son attention du progrès humain pour investir énormément dans le progrès utile, dans le progrès technoscientifique, au bénéfice certes des humains, mais sans plus travailler à ce que, ou sans moins travailler à ce que, depuis le cœur de l'humain, pouvait venir comme recherche personnelle, recherche de sens. On ne peut pas tout recevoir du système. On doit aussi soi-même s'individuer, comme disait Simondon. S'individuer, c'est-à-dire chercher ce que l'on veut devenir, c'est-à-dire orienter ou réorienter notre existence, c'est-à-dire chercher soi-même un type d'équilibre. C'est pour ça que les solutions qui viennent du dehors, je vais vous interdire les réseaux, ou bien ceci ou cela, ça vient ça vient de l'extérieur, c'est à nouveau imposé à l'individu, et ça le remet en situation de minorité. Tu ne sais pas, petit, je vais t'apprendre. Non, pour moi, l'idéal était un idéal beaucoup plus personnel, d'individuation, que j'appelle progrès subtil par ailleurs, et qui se demande alors, dans tel univers technologique, que faire de mon existence et que faire de ces technologies qui sont absolument magnifiques pour les mettre au service du progrès humain. Ça, c'est la question. Et ça reste un idéal qui n'est pas si éloigné de ça, des idéaux des Lumières, avec tout de même ces immenses modifications, qu'il s'agit
de modifier totalement notre rapport à la nature, qui a été exclu du système, et puis aussi modifier notre rapport au grand nombre. Et ça c'est très difficile. Ça, c'est très difficile parce qu'on a l'impression qu'on fait toujours de la philosophie comme si on était 2 milliards d'humains ou 3 milliards d'humains sur cette planète. Bon, on est le triple. Et le grand nombre, l'incommensurable, c'est de l'ordre de l'impensable. Pascal, je te remercie d'avoir accepté notre invitation d'être venu et d'avoir réalisé ensemble ce podcast pour la Revue Philo. Merci Michael, merci beaucoup.